Et alors? 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 Bonjour ou bonsoir à vous, je m'appelle Fanny Sorgato, une Alsacienne qui a lancé une société d'expertise en communication visuelle appelée Sourier. Je suis ravie de vous accueillir sur cette émission intitulée « Et alors ?», en référence à l'audace, au fait d'oser se lancer dans une voie professionnelle autre que celle qui était toute tracée ou autre que celle qui est confortable ou rassurante. Beaucoup d'entre nous choisissent une autre voie professionnelle en quête d'un épanouissement personnel total ou au contraire subissent un job qui les dévalue, les déprime ou les ennuie. Mais dans beaucoup de cas, la peur conditionne l'avenir et les vrais désirs de changement. Alors quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que l'on s'est lancé seul ? Ou pourquoi on a décidé de changer de voie ? Alors je suis avec Ihsan Cherkaoui qui est coach de vie pour la santé des femmes. Bonjour à tous, j'aide les femmes et j'accompagne les femmes en périménopause, que ça soit en coaching individuel ou j'organise des conférences, ateliers autour de ce thème que je trouve malheureusement assez tabou encore. Les gens n'en parlent pas assez. Et au fait, ce que j'aimerais, c'est accompagner les femmes pour éviter une souffrance individuelle. Donc, si on en parle, si on sait que c'est une transition qui doit être naturelle la plupart du temps, donc je ne parle pas des femmes qui ont des troubles de santé comme le cancer du sein ou avec l'hormonothérapie, elles plongent directement dans une ménopause assez brutale, et ni les ménopauses précoces. Donc, j'en parle, mais je me focalise surtout sur une ménopause naturelle. Donc c'est ce qui concerne la grande majorité des femmes quand même. Voilà. Oui. Et donc il faut savoir qu'il y a en fait 86% des femmes vont ressentir au moins un symptôme de la ménopause, sachant qu'il y a à peu près 34 symptômes. Donc, et qu'on ne sait pas. Donc, c'est pas et que qui les varie bouffées, d'une femme à l'autre. C'est pas que les bouffées de chaleur qu'on connaît. C'est pas que la dépression. Il y en a énormément. Et au fait, quand on est informé, quand on sait qu'on n'est pas seul, ça va déjà mieux. Ouais. Donc, il ne faut pas laisser cette phase-là prendre le dessus sur votre vie parce que la femme est de plus en plus active, de plus en plus tard. Ouais. Les enfants ne sont pas encore quittés le nid. Donc, c'est très difficile de puiser dans une énergie qu'on n'a plus parce que notre corps nous demande de faire, comme dit la ménopause, une pause. Et voilà. Donc, et on n'est pas du tout prête à ça, et c'est pas du tout au contraire, c'est souvent mal vu, et en même temps c'est une période où on a envie d'un regain parce que les enfants sont plus grands. On se dit super, maintenant je vais reprendre un peu le contrôle de moi-même. Sauf que le corps il dit non. Il dit bon maintenant tu vas faire ta pause, tu vas déprimer, pleurer dans ton coin. Disons qu'on peut, c'est juste se rendre compte qu'on doit faire autrement. Ouais. Donc c'est si on se dit allez on va courir un marathon alors que notre corps est fatigué, il va pas suivre, il va y avoir des blessures. C'est juste se rendre compte, s'écouter. C'est un moment au fait avant de prendre une décision quelconque, c'est de s'écouter de quoi j'ai besoin. Et c'est une phase aussi, c'est les choses qui sont pas réglées avant, que c'est le temps d'aller voir aussi un psychologue s'il y a des choses qui nous minent et qu'on n'écoute pas. Donc c'est se dire la phase qui va arriver, il faut qu'elle soit sereine. Donc, il faut que je règle beaucoup de choses. Ouais. Donc, profitons quelque part de cette transition où tout bouge dans n'importe quel sens pour respirer, aller vers des activités plus, vers la méditation, vers les choses, vers soi. En fait. C'est un retour vers soi. En fait, c'est comme si le corps nous disait, bon, maintenant tu as donné un maximum, que ce soit les enfants, le mari, le travail, maintenant regarde ce qui est essentiel pour toi. Donc, au lieu de le voir comme, mon Dieu, c'est la ménopause, on devrait dire, alléluia, c'est la ménopause, c'est le temps de me recentrer sur moi-même. Mais la société nous demande quand même de ne nous laisse pas l'opportunité de nous recentrer. On nous demande d'être performant au travail. Oui. On nous demande d'en faire parce que c'est ces moments de carrière où, alors moi je prends vraiment mon exemple 47 ans. Alors il faut être bien avec la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Donc il faut apprendre d'eux parce qu'ils ont une autre vue. En même temps, on est loin de la retraite. Donc il faut être performant, sinon on a peur de se faire foutre dehors et
etc. C'est ça. Donc on a un stress et une angoisse de se dire oh je suis une vieille peau, ils vont plus vouloir de moi, je vais me faire licencier, nanani nanana. Et tout ça en même temps fait que on a des enfants ados, voire qui quittent le nid, donc on stresse et on a peur alors de se retrouver seul, de déprimer, plus alors oui. Et cette période là donc qu'on traite et sur laquelle on s'intéresse, ça peut durer facilement 10 ans. Oui, en fait, ça varie d'une femme à l'autre. Oui. Donc, on n'a vraiment on peut pas rencontrer une dame et lui dire, voilà, vous, à la ménopause, ça va bien se passer. On peut toujours regarder par rapport à sa maman, à poser les questions par rapport aux femmes de la famille, mais aussi par rapport à nos menstruations. Avant de prendre la contraception et tout ça, comment étaient nos règles, comment on était, est-ce qu'on était quelqu'un qui déprimait juste avant d'avoir ses règles, est-ce qu'on était quelqu'un qui au contraire mangeait beaucoup de sucre, enfin, on a des indices, donc en fait sauf que la ménopause, en une journée on est dans le up and down dans une seule journée, donc c'est très difficile à vivre et comme tu dis très bien, c'est au fait la pression de la société qui veut qu'on reste hyper performante parce que il y a ce sentiment de peur, de se dire on va perdre notre job vis-à-vis des jeunes qui ont plein d'énergie parce que et en même temps on n'est pas vieille. Non. Voilà, on veut pas avoir parce qu'il y a aussi la société qui veut pas de l'agisme, donc il faut rester jeune. Alors bon, c'est de la publicité, c'est un marketing et tout ça. Donc alors que je donne un exemple, dans d'autres sociétés, la femme d'un certain âge, elle est fêtée, elle est respectée. Là, au fait, on a l'impression qu'on n'a pas plus notre place, donc on n'est ni jeune ni vieille. Qu'est-ce qu'on fait de nous, quoi? Donc et on le ressent profondément. Donc parce que les femmes sont très sensibles à leur image, la séduction et tout ça. Et puis au fait, disons que en mai 68 à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps. Et en même temps, on voit le parcours d'une femme. Donc on est passé quand même à l'IVG, on est passé quand même à des droits de la femme, les droits de salaire et tout ça en si peu de temps. Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais au fait, on doit encore prouver. Donc on n'est pas encore au stade où se dire bon voilà, appeler son boss, je me sens pas bien, on culpabilise énormément. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Parce que je suis une femme. Déjà au fait, on a l'autoflagellation naturelle, quoi. Donc et du coup, au lieu de dire je suis pas bien, demain je travaillerai plus, non, on se dit il va se passer quelque chose, il faut que je performe. Et au fait, c'est pas qu'au travail, même à la maison. Donc on se met une pression pas possible parce qu'il faut être super maman. Avant, on éduquait nos enfants selon ce qu'on ressentait, le bon sens. Maintenant, la société, au fait, elle rentre dans notre intimité aussi. Donc, il faut éduquer ses enfants comme ça. S'ils n'ont pas d'activité périscolaire, c'est qu'on n'est pas une bonne maman. Donc, il faut faire le chauffeur aussi, parce qu'il faut tout leur donner. Donc, il y a aussi cet effet de l'enfant roi à qui on veut donner toutes ses chances. Alors que, je peux dire que des générations d'avant, en fait, on suivait un modèle. Ils n'avaient pas la musique, la danse, le truc le mercredi après, mais ils étaient heureux. Puis c'était s'il ne le faisait pas, et alors il trouvera sa voie. Là, nous, il faut qu'ils fassent tout, il faut qu'on leur donne tout, et donc du coup, on se rend pas un service. On se met une pression énorme. Alors que si je peux pas. Et puis en même temps, on veut vraiment avoir cette image de la femme parfaite. Et personne n'est parfait. Et au fait, il faut juste être bienveillant avec soi. Je n'y arrive pas, mais communiquer aussi. C'est ce que je dis, parce qu'au fait, moi, je suis tombée dans la périménopause. J'avais aussi des ados, donc au fait, je leur dis, vous avez vos hormones, j'ai les miennes. Donc une fois qu'ils avaient compris, je suis pas une maman parfaite, parce que voilà, il y a des jours où j'y arriverai pas, et puis en même temps, les jours ne sont pas toujours roses. Non. Et puis en même temps, encore moins quand on traverse des périodes comme ça. Et en même temps, en fait, on vit dans un monde virtuel qui n'est pas vrai. Donc, au fait, on se met, nos filles ont une pression énorme. Elles doivent être au top, alors que tout ce qu'elles voient sur que ce soit TikTok, Instagram, c'est pas la réalité. Donc, comment leur expliquer? Écoute, tu es très bien. Par contre, si bien sûr tu te maquilles, tu as un masque, tu peux paraître superbe sur les réseaux, mais c'est pas la réalité. Donc nous, on n'avait pas cette pression-là parce qu'on a grandi sans les images des autres. Mais c'est vraiment c'est plus que les magazines, parce que le magazine qu'on nous on l'achetait, le temps de l'acheter, le feuilleter, puis on n'avait pas ces images de corps qui n'existent même pas, parce que maintenant on tombe dans l'ère de l'intelligence artificielle, on sait même pas
si ces femmes existent ou c'est des hologrammes, on ne sait rien. Donc, mais nos enfants ont cette pression, voilà, il faut s'habiller comme ci, il faut s'habiller comme ça. Surtout les filles, parce que les garçons, ils sont un peu plus détachés, et l'ensemble des garçons que je vois, des jeunes ados ou des jeunes adultes, ils en rigolent, quoi. Ils sont plutôt dans le côté humoristique et défi et challenge, machin. Ils sont moins dans l'image d'eux-mêmes. Par contre, les filles, c'est terrible. J'ai vu une étude à ce sujet dernièrement, que la santé des jeunes adolescentes la santé mentale des jeunes adolescentes était préoccupante par rapport aux aînés, effectivement, qui sont pas sollicités par ce côté d'image. Et il faut les aider, quoi. Il faut, nous, c'est notre rôle aussi de casser ça, et de dire, mais arrête, ne sois pas aveuglé. C'est vraiment, c'est un challenge pour nous, parce qu'on découvre aussi ça en tant que parents, hein. Je veux dire, nos parents, ils avaient pas à gérer ça, et ils avaient aussi d'autres choses à gérer. Mais le côté image, réseau, téléphone, Moi, je leur dis, au fait, je me souviens, nos parents nous disaient, rentre à la maison. Et là, on dit à nos enfants, sors. Donc, déjà ça, c'est énorme. On est passé quand même maintenant, nos enfants sont dans leur chambre avec un danger. Oui. Alors que normalement, la maison devrait représenter un lieu sain, disons, avec sécurisant. Et au fait, maintenant, on ne sait pas. Donc, mais on ne peut pas non plus être H24 sur leur dos. Donc, bien sûr, tout le monde dit, mais il faut mettre bloquer les choses. Et tout. Oui, mais en même temps, on devient trop la police. Donc, au fait, communiquer et qu'eux-mêmes sachent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, parce que c'est ça le plus difficile avec nos enfants, c'est qu'eux-mêmes soient conscients que la vie, c'est autre chose. Mais en même temps, nous, on est aussi dans un autre challenge, c'est qu'on n'est pas juste à la maison, on a plein de choses à faire. Et se concentrer, on n'a généralement pas qu'un enfant, donc se concentrer sur les différentes personnalités, des fois, on n'a pas l'énergie. Et c'est pour ça que moi, c'était important pour moi de parler de la périménopause, c'est qu'en fait, on n'a pas cette énergie-là, même pour nos propres enfants. Donc, on a juste envie de se centrer sur soi, se dire, non, là, j'y arrive pas. Mais en même temps, on a cette pression aussi d'être très vigilant par rapport à nos enfants. Et c'est très énergivore, au fait. Exactement. Donc, tu me disais, avant qu'on branche le micro, que tu as 4 enfants. Oui. Et le 4e est arrivé à l'âge de 41, c'est ça. Ouais. Donc, quand tu as commencé cette phase un peu déroutante de la préménopause, tu avais encore des enfants en bas âge à la maison? Oui, parce que moi, il y a une grande différence d'âge entre l'aîné et le petit dernier. Donc, au fait, j'en avais une qui était en première quand le petit était en maternelle. Donc, au fait, je gérais plusieurs choses en même temps. Alors que une grossesse et une naissance... Bon, c'est vrai que j'ai été une maman différente avec le petit dernier. Donc, même mes filles me le reprochent, j'étais moins sévère et tout. Et moi, je leur disais, c'est pas que je suis moins sévère, j'ai pas l'énergie d'être plus sévère. C'est tout. Et en même temps, les besoins étaient différents. Donc, accompagner des filles adolescentes à ce moment-là, dans leurs problèmes hormonaux, dans la naissance de leur personnalité, et en même temps une maman qui est encore dans les couches et qui est dans les nuits blanches, c'était très compliqué. Alors des fois on me dit c'est beau une belle famille, 4 enfants. Je dis, oui c'est beau, mais et au fait ce que je disais, c'est le conseil que je donne à beaucoup, si vous voulez une grande famille, il faut que les âges soient rapprochés. Parce que là, on gère tout en même temps, et puis après. Alors que là, c'était trop différent, c'était très dispersé, quoi. Donc c'était un challenge. On va faire un petit flashback. Comment tu es arrivée à ce cheminement? D'où c'est venu? Raconte-moi. Donc moi je suis née au Maroc. J'ai fait mes études au Maroc avec une famille, donc parents, 3 enfants, jusqu'au master. On doit faire des études scientifiques parce qu'à l'époque, si on ne fait pas d'études scientifiques... C'était pour une image, pour avoir une image, ou pour avoir est-ce qu'il y a eu une pression familiale pour faire des études scientifiques, ou c'était Au vraiment... fait, je peux pas dire qu'il y avait une pression familiale.
familiale, mais au fait, autour de moi, il y avait que des médecins, des ingénieurs ou des banquiers. Enfin, donc il fallait faire une option, voilà. Il fallait faire ça si on voulait avoir un travail, quelque chose de correct, parce que, bon, maintenant ça change un peu, mais pas beaucoup. Les études littéraires, la psychologie et tout ça, c'est comme si c'était pour les gens qui n'avaient pas réussi. Donc il y avait cette image. Je suis venue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de continuer ses études après le master. Je suis venue faire, au fait, mon 3e cycle à Strasbourg. D'accord. Donc ça a été à la faculté de pharmacie d'Ilkirch, donc à Strasbourg. Enfin, Ilkirch, je sais pas. Ouais. Et du coup, j'ai eu mon doctorat, mais j'étais déjà enceinte de la 2e. J'ai rencontré mon mari à Strasbourg, qui lui avait fait de la chimie. Donc, d'accord. Dans la région, un chimiste, une biologiste. Parfait. En fait, on travaille, on cherche du travail. Ouais. Et du coup, ça a été logique pour mon mari d'arriver en Suisse. Et il a trouvé son travail. Moi, j'avais pas encore soutenu ma thèse, donc j'ai fait des allers-retours à Strasbourg. Et puis voilà, j'arrive à Bâle. Et donc là, 2e challenge, une ville où je comprends pas la langue, où j'ai du mal avec l'allemand, je peux le dire, parce que j'ai essayé, mais voilà. Et donc je pense qu'avec les filles en bas âge, trouver du travail, c'était compliqué, parce qu'à l'époque, il y a plus de 27 ans, on me culpabilisait en Suisse. Mais madame, vous pensez, vous avez 2 enfants en bas âge, qu'est-ce que vous voulez travailler, comment vous allez faire? Alors et ça, moi, ça c'est pour les gens qui là je fais juste une aparté pour les gens qui connaissent pas le système suisse, on va dire sans porter de jugement. Le système suisse encourage par les prestations sociales et surtout le coût des crèches et des moyens de garde des enfants, on va dire encourage le fait que la maman, ou du moins une personne, mais 99% du temps c'est la maman, que la maman reste à la maison jusqu'à l'âge que les enfants aillent à l'école primaire, voilà, jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Donc c'est entre le salaire d'une femme et le coût des modes de garde, on va dire que ça s'équilibre quasiment. Et voilà, donc ça c'est le système en Suisse. Hein, mais il y a 27 ans, ça a beaucoup changé, voilà. Mais à l'époque, et moi je ne comprenais pas, cas, voilà. parce que venant du Maroc, et au fait toutes les femmes de ma famille avaient travaillé, donc c'était vraiment pas une question. Là, ça a été c'était beaucoup d'incompréhension. Ouais. Après, voilà, on se pose pas plus de questions. C'est pour ça que je dis aux jeunes, posez-vous toujours des questions. Mais là, voilà, 2 enfants, je ne trouvais pas de travail, donc bon, on continue, il n'y a pas de souci, puis on commence. Ouais. Donc la vie d'un jeune couple, au fait, ne sont pas dans le ressenti, qu'est-ce que j'aimerais. On se pose pas. On est juste dans l'urgence parce qu'il y a 2 petites filles, il y a un salaire, il y a une maison à gérer, voilà. Et donc, j'ai fini par travailler. Donc là, pour dire, le système suisse n'encourage pas peut-être les femmes à travailler, mais il offre une possibilité de travailler à 50%. Même, j'avais des collègues qui travaillaient à 20%. Oui. Ouais. Donc, au fait, ils encouragent la vie de famille, mais ils donnent une possibilité qu'on n'a pas forcément en France. Qui travaille à 20% en France, c'est des choses impossibles. C'est-à-dire un jour par semaine. Et donc du coup j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé à 50%, donc c'était dans l'industrie pharmaceutique en études précliniques. Et puis là j'ai travaillé pendant à peu près une dizaine d'années, quoi. D'accord. Et du coup j'ai eu mon 3e. J'étais, je pense, enceinte du 4e quand j'ai arrêté donc de travailler. Ouais. Et là, c'était toute une conjoncture. D'abord, on n'était qu'un numéro, il fallait faire les études, juste analyser les rapports. Et ça me correspondait pas vraiment, parce que ce petit côté besoin de vie sociale, d'autant plus que je n'avais ni famille ni personne en Suisse, donc je recevais la famille, mais c'est pas pareil, c'est juste pendant un temps bien limité. Et puis c'était quand même assez difficile d'avoir une vie sociale avec une langue qu'on maîtrise pas. Donc on est tout le temps en train de chercher ses mots. Et puis le temps a passé, j'étais enceinte du 4e. Je cherchais encore du travail, mais bon, je me cherchais en fait. Ouais. C'est une amie qui m'a dit tu aimes bien la psychologie, est-ce que ça te dit de t'inscrire
à la fac de psychologie. Et là, ça fait tilt, c'est bon. Et c'était à Unidistance à Lausanne. Donc, c'est des études à distance. On avait des cours toutes les 3 semaines en présentiel. Et voilà, et c'était revenir au banc de l'université, mais revenir. Donc, c'était un challenge. Ah oui, parce que reprendre les études. Oui. Avec un bébé. Avec, un bébé, un 4e. Hein. Voilà, c'est ça. On ne parle pas d'un bébé. 4e, des ados, j'imagine. C'était pas évident parce que je me souviens que ma fille était au bac. Elle préparait son baccalauréat. Et quand je disais, moi, je dois réviser tout ça. Et elle me disait, maman, moi, c'est ma vie. Toi, c'est un plus. Donc, au fait, voilà. Donc, moi, je suis une priorité dans mes études par rapport aux tiennes. Et au fait, on pense qu'avec l'âge, on sera plus zen par rapport aux examens, aux devoirs. Pas du tout. On a au contraire un besoin de prouver qu'on est encore capable. Donc je me suis mise une pression comme pas possible. Il fallait, parce qu'on avait des devoirs à rendre et tout ça, parce que quand c'est à distance, il faut quand même garder les étudiants un peu stimulés. Et il fallait pas que j'ai en dessous de A, au fait. C'était même pas envisageable. Voilà, c'est ça. C'est impensable. Oui. Et donc, on s'est mis beaucoup de pression parce que revenir aux mathématiques et tout ça, aux statistiques, c'est des choses, on se dit, bon, on en a fait un peu, mais pas... C'est loin. C'est loin. Et puis après, la périménopause, oui, j'étais dedans et je me disais le brouillard cognitif. Donc, il y a des fois... On doit lire 2 fois pour comprendre ce qu'on nous demande. Et puis, heureusement qu'il y a mes amis là qui faisaient la même formation que moi, parce qu'on n'arrêtait pas de s'appeler. Mais est-ce que c'est ça que j'ai compris? Et au fait, on n'a aucune confiance en soi aussi. On l'a perdu on au fil doute beaucoup plus. Voilà. Et alors que quand j'ai fait mes études, c'était... on était... t'as appris ton cours, tu vas performer, alors que là, je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'était déjà ça. Et alors que le support était là, parce que nous, on a fait nos études sans Internet. Alors du coup, on se perdait dans Internet, tellement à chercher l'information de l'information de l'information. Donc c'était... et puis, gérer aussi, parce qu'on avait déménagé entre-temps en France, rénover une maison. Donc, pas de la totale Donc les études, la maison, les enfants ados, les enfants petits. Allez, le package global. Complet. Mon Dieu. Et puis au fait, on se pose pas de questions. Ouais, tu fonces. Tu fais ton chemin ou ton projet du moment. Oui, parce que si je m'étais posé la question, je me serais arrêtée. Tu serais arrêtée direct. Voilà. Oui. Donc voilà. Et j'y vais parce qu'il fallait que j'aie ce bachelor. C'était très important pour moi. Je l'ai fini en plein Covid, donc on n'avait même plus les cours, on n'avait plus rien, donc c'était compliqué. Mais l'examen, donc tu l'as passé pendant le Covid, tout ça? Oui. Okay. Ouais. Oui. Et quelqu'un m'a parlé de l'Institut de coaching de Genève, et ça aussi c'était en ligne, donc j'ai dit hop, je le fais. Et le coaching, au fait, c'est d'ici et maintenant, donc je me suis dit, au fait, moi, j'aurais aimé à chaque étape de ma vie avoir un coach. Parce que le coach, il ne donne pas la solution. Le coach permet de guider vers sa propre solution. Qui me disent, prends le temps de réfléchir, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Et au fait, c'est quel que soit le passé qu'on a, quel que soit le boulet qu'on traîne, ça avait plus de sens pour moi d'aider les gens dans leurs décisions actuelles, parce qu'on a toujours le temps de régler ou pas régler ces problèmes d'enfance et tout ça. Il y en a qui les règlent, il y en a qui les règlent pas. Ça, c'est un autre problème. Mais au moins, dans la vie actuelle, dans le présent, on peut avoir une décision consciente. Parce que moi, dans mon parcours, je me suis rendu compte que je me suis laissée entraîner par la vie sans vraiment réfléchir. Donc, pas un moment... Sans être décisionnaire complètement. J'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, on a eu nos enfants, on a déménagé à Bâle. Est-ce que je voulais déménager à Bâle? J'en sais rien. J'ai suivi, parce que j'avais pas encore fini ma thèse, donc il fallait de toute façon que je vienne à Bâle. Pas un moment, je lui ai dit, cette vie ne me convient pas. J'en savais rien, je me suis jamais posé la question. J'étais dans un tourbillon. Dans un train, et tu suivais. Hop, et puis voilà, parce que ça se faisait, et sans jamais regarder la vie des autres. Donc se dire, bon, il y a peut-être une possibilité de faire autrement. Non, c'était vraiment un seul chemin. Et je me suis dit, j'ai pas de regrets, mais si je les avais pris, ces décisions en pleine conscience, je ne me sentirais pas victime. Parce qu'au fait, quand je me suis analysée avec les études de psychologie et de coaching, c'est que après je suis tombée dans le tourbillon de la victimisation.
Je suis une femme au foyer qui voulait pas être une femme au foyer parce qu'on m'a imposé de l'être, parce que ceci, parce que cela, parce que la société, parce que mes parents, parce que... Et au fait, je cherchais une raison extérieure. Et au fait, et quand on est victime, quand on se sent victime, on n'avance pas. Oui. Parce que on tourne en rond. On tourne complètement. Et donc là, quand maintenant, c'est ce que je dis aux jeunes, je suis arrivée à cette réflexion à 50 ans. Et au fait, j'aurais tellement aimé que quelqu'un m'en parle. Ouais. Parce qu'au fait, des fois, on n'entend pas. Mais juste que les jeunes puissent se dire, chaque décision que tu prends, tu la prends en pleine conscience. Oui. Et c'est ta décision. Ce qui fait que tu vas jamais dire à ton conjoint ou à ton patron, c'est ta faute. Ouais. Je le savais, j'ai décidé parce que. Et après, Il faut pas avoir de regrets, voilà, il faut prendre ses décisions. C'est ça. Et on est debout. Alors après, la société, elle change très vite. Et ça va changer encore. Ça va changer de plus en plus. Donc, mais juste à un moment donné, voilà, j'ai le choix entre deux jobs. Qu'est-ce que je fais? Je parle, je discute, je demande aux autres. Et après, la décision que j'ai prise, j'ai pris le temps de la prendre. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Oui. De toute façon. Oui, ça, c'est pas, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est que quand on prend une décision et qu'on est, on va dire, sûr sur le moment. Oui. Quelques années plus tard, on peut se dire oui, j'ai pas pris une bonne décision, mais au moins il n'y a pas de regret. C'est ça. J'ai pris le temps, j'ai posé les questions. C'est comme si un médecin devait poser un diagnostic, mais qui demande ni à ses confrères. Voilà. Il faut demander, voilà. Maintenant, le mot qui revient souvent, c'est par exemple la médecine intégrative, la psychologie holistique et tout ça. C'est pas pour rien. C'est de prendre tous les paramètres pour pouvoir avancer, se dire voilà, ça c'est ce qu'il faut. Et même si c'est pas une bonne décision, en fait j'ai demandé à mes confrères, tout le monde était avec moi. Donc ça sécurise aussi. Par contre, être seul, je pense que l'avenir non. Ouais. Enfin, c'est une phase où maintenant il faudrait qu'on pense. Ouais. On a été très individualisé par la société, performer, avoir sa maison, sa voiture. Maintenant, ça doit changer. Donc, au fait, et ça va changer que dans un sens, c'est prendre en compte toutes les personnes qui sont autour de nous, tous les paramètres. Enfin, voilà, on n'est pas seul. On avait pensé qu'avec le Covid, il y allait avoir une prise de conscience, que les gens allaient... on a applaudi, et puis tout de suite après, au fait, la vraie nature, elle ressort, quoi. Donc, on est revenu dans ce monde égoïste. Oui, mais la façon de travailler évolue. Voilà. Ça, tout le monde le constate. Ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au recrutement, au monde du travail. Dans certaines activités, je pense à la restauration, l'hôtellerie, tout ça, les choses s'inversent. Les restaurateurs et les professionnels de l'hôtellerie ont du mal à recruter parce que c'est des jobs exigeants, qui sont pas forcément bien rémunérateurs. Et les jeunes ou les personnes se disent je change de voie, j'en ai marre, je suis pas assez bien payée. Ils veulent une certaine qualité de vie. Oui. Et ils se rendent compte qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour si peu. Voilà, et c'est pour ça que c'est dur, mais dans d'autres secteurs aussi, ça change. Et la version digital nomade aussi évolue, le télétravail. Ça va prendre du temps. C'est vrai qu'il y aura un avant, un après, mais les changements vont être progressifs, je pense. Et je pense que c'est naturel, parce que c'est comme si on avait fait le tour aussi. Donc, les gens veulent au fait avoir une certaine qualité de vie, mais c'est aussi parce des fois ils sont, surstimulés par des rêves. Et là aussi c'est le danger, parce que maintenant on peut avoir des jeunes qui se disent pourquoi moi je vais me réveiller à 5h du matin alors qu'il y en a qui gagnent des millions, enfin même indécemment, voilà. C'est aussi le danger, c'est de se penser que je vais être influenceur et que je vais gagner des millions sans rien faire. Donc ça aussi c'est le danger de cette nouvelle société, de leur redonner le goût de l'effort. Oui, du travail. Et au fait, le coaching permet quoi? C'est de poser à voix haute nos incertitudes et de prendre le temps de prendre cette décision. Après, ça permet aussi une communication. Je veux bien être mère au foyer, mais je te préviens, c'est pour un temps et qu'il va falloir réfléchir à une solution dans 2 ans, par exemple. Moi, il faut que je retrouve du travail. Il faut que, donc que ça soit quelque chose, comme on fait un contrat de travail, il faut que ça soit dit, verbalisé, et si c'est pas suffisant, écrit.
Ouais, bien Voilà. sûr. Et donc comme ça, au Comme fait, un contrat chez le notaire, c'est ça. Absolument. Parce que on est aussi dans une société de consommation. Dès que ça va mal, voilà, les maris partent, les femmes partent. Ça aussi. Donc c'est revenir à quelque chose de plus juste et plus honnête envers soi d'abord. Ison, avant qu'on conclue, dis-moi, est-ce que tu te souviens quand tu étais enfant ou adolescente, comment tu te voyais en étant adulte? Est-ce que tu avais des rêves de carrière? Est-ce que tu pensais être, je sais pas, astronaute, pilote? Ou est-ce que tu avais un désir professionnel pour toi-même? En fait, je me voyais souvent militante. Je ne sais pas pourquoi. Et je me souviens de réunions familiales où on faisait exprès de me titiller pour que, je monte au créneau et que je dise non, les femmes, et je ferai. Et en fait, je pense que c'était au fond de moi, depuis toujours avoir une cause. Voilà. Ouais. C'était la cause, aider ceux qui n'en peuvent pas. Enfin bon, ça a été aussi au lycée, celles qui étaient malheureuses. Enfin, j'aimais prendre les causes des gens. Tu prends soin des autres. Et tu as toujours voulu, quelque part, ta personnalité a toujours voulu... très empathique, j'imagine, et en même temps avoir dans la recherche de solutions pour aider les autres. Oui, ça franchement, c'est ça. Et donc cette activité maintenant de coach te va ravir. Je pense que d'en parler comme ça, c'est une évidence maintenant. Et tu exerces depuis combien de temps alors? Ça fait moins d'1 an. Donc en fait, voilà, j'essaye. C'est pas évident dans cette région d'être auto-entrepreneur, de se faire connaître, parce que les gens travaillent en Suisse et rentrent chez eux, c'est un peu dortoir, donc on a du mal à éveiller les consciences, comme ils disent. Et dans les grandes villes, c'est une évidence. Ici, c'est un peu plus dur, mais ça fait qu'1 an, il faut laisser le temps au temps. Et la société évolue et les besoins vont de toute façon évoluer, quoi. Donc je garde quand même espoir. Et tu fais les ateliers au Studio 7 toujours? Voilà, je fais des conférences ateliers, donc ça se passe généralement très très bien parce que les femmes qui viennent ne partent qu'à 11h alors que la conférence est à 19h, donc c'est un moment de partage et je ressens vraiment le besoin des femmes de se retrouver autour de thèmes qui les concernent. Mais là, en fait, on se retrouve avec sa copine, on se retrouve avec d'autres femmes, et puis on parle. Et puis après, il y a la partie conférence, il y a la partie atelier. Et là, à chaque fois, j'ai des intervenants. Donc, ça peut être des profs de yoga, de sophrologie, de kinésiologie. En fait, je leur fais aussi découvrir des outils. Oui, et puis il y a autant d'outils que de femmes différentes. Donc il faut juste trouver celui qui nous correspond. Ça peut être, je sais pas, même un petit coin chez soi, pour soi, avec les petits objets qu'on aime. Enfin, c'est comme un retour vraiment vers l'essentiel. Donc il y en a qui vont aimer le yoga, il y en a qui vont pas aimer. Il y en a qui vont préférer juste en parler, et c'est déjà beaucoup pour elles. Il y a les huiles essentielles, Et puis, ce que je dis à chaque fois à mes conférences, la première chose, c'est d'aller voir votre médecin, votre gynéco, et d'en parler. Donc, c'est important pour vous de savoir qu'il y a aussi des traitements. Donc, bien sûr, il y a eu cette phase où le traitement hormonal de la ménopause était vu comme, voilà, on va avoir le cancer. Et non, maintenant les choses ont changé. Prenez le temps de savoir ce qui vous correspond le mieux. Si vous avez des symptômes qui impactent tellement votre qualité de vie, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que je ne prends pas ce traitement? D'autant plus que ce traitement, on ne le prend pas pendant 10 ans, on le prend pour quelques années. Le temps de nous aider. Mais c'est juste savoir ce qu'il y a comme solution. C'est déjà un pas. Et après, on trouvera la solution qui nous convient, qui convient à sa vie aussi bien professionnelle que sociale, que familiale, mais au moins on a pris le temps. Ça aussi, je reviens toujours, le choix. Prendre le temps du choix et non pas, voilà, on nous impose, par exemple, il y en a des femmes, surtout nos mères, on m'a donné le traitement hormonal de la ménopause, je ne me suis jamais posé la question. Voilà. On ne peut plus maintenant ne plus se poser les questions. Donc, et c'est ce que je dis, que ça soit pour la périménopause ou nos jeunes, posez-vous les questions. Prenez le temps de faire le tour de la question, d'aller voir les aînés, d'aller voir ce qui se passe
et puis de prendre votre décision. Et surtout, quelle que soit la décision que vous allez prendre, changer n'est pas un problème. On apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos réussites. Ça me semble être un mot de la fin, ça. Oui. Changer n'est pas un problème. N'est pas un problème. Voilà. Au contraire, c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, parce que je promeus le changement, alors professionnel, mais en même temps d'orientation. On peut se tromper, on peut avoir une idée à 19, à 20 ans, à 25 ans, et une autre à 35, à 40 ans, c'est normal. On change. C'est comme les goûts dans la bouche. Un gamin, il va aimer les asperges un jour, 5-6 ans après, il détestera ça parce que le goût aura changé. C'est normal. Le changement est salutaire. Ça fait partie de la vie, quel qu'il soit. Et ce podcast, cette émission est à l'heure, est vraiment dédié à ça. Changez de voie professionnelle, faites ce que vous avez envie de faire si c'est pas encore fait. Si vous avez de la chance de vivre de votre passion, tant mieux. Si des fois on n'a pas trouvé le travail parce qu'on a fait une formation qui nous a pas correspondu, mais que ce travail nous permet à la fin du mois d'avoir un salaire pour vivre sa passion, c'est juste en être conscient. Voilà. Et au lieu de vivre son malaise au travail, dire c'est un outil. J'en ai besoin pour vivre ce que j'ai envie que ce soit pas, je sais pas, le saut au parachute. Il faut avoir un rêve. Voilà. Et ce rêve, donc si le travail est un outil pour accéder à ce rêve-là, why not? Voilà, pourquoi pas. Par contre, vivre sa passion dans le travail, c'est génial. C'est ce que je souhaite à tous les jeunes. Mais c'est rare. C'est rare. Voilà. Donc, il faut juste se poser la bonne question. Ce travail-là, c'est un travail alimentaire, ou comme ils disent, voilà. Mais ma passion, c'est ça. Mais ne pas se dire je suis mal dans ce travail-là et du coup j'ai pas de rêve, je ne fais rien. Et là c'est la descente aux enfers. C'est ça. C'est une autre approche complètement différente. Oui. Merci beaucoup Issa. Merci à toi. C'était un plaisir, vraiment. C'était un bel entretien et j'encourage toutes les femmes autour de 45-55, on va dire, à aller vers toi pour parler de cette périménopause qui est pas visible. Quand on est adolescente, ça se voit, on change, mais quand on arrive en ménopause, c'est pas visible, c'est pas marqué sur le front. Et pourtant, à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de souffrance aussi. Donc, si vous voulez un petit temps de conseils et d'outils, on mettra toutes les informations en description, que ce soit sur Instagram, LinkedIn et tout. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était très bien. Merci. Très bonne journée. Merci encore de nous suivre. Si vous avez aimé l'entretien aujourd'hui avec Issa, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si l'histoire a résonné en vous ou vous avez pensé à des amis à vous, n'hésitez pas à partager. Plus on partage, mieux c'est. Merci. Bonne journée. Au revoir.